Elles sont chefs d'entreprise, artistes, sportives de haut niveau, actrices, militantes, influenceuses ou youtubeuses, réalisatrices, productrices, politiciennes, journalistes ou écrivaines. Et elles se confient dans ce podcast. Confidentiel met en lumière le parcours de ces femmes extraordinaires, souvent éclipsées dans les récits médiatiques. Mais de toute façon, tu sais que c'est confidentiel. Wallen n'oublie pas d'où elle vient. Et en hommage au quartier dont elle est originaire, elle crée 9-3 bébés, une série qui quelque part est la continuité de son dernier album. Maman comblée, épouse épanouie et artiste affirmée et confirmée, Wallen a encore de beaux jours devant elle. Ainsi soit-elle. Ok, merci Wallen d'avoir accepté de faire un tour chez Value. Oui. Donc j'ai harcelé ton cher mari, qui est très sympathique, pendant des mois et tout, mais c'est vrai qu'il m'a dit il faut attendre le projet pour que ça fasse sens. Ouais. Et donc je suis très contente de t'avoir ici. Mais je suis très contente d'être là. Merci pour l'invitation. Ah merci. Déjà j'aimerais savoir comment tu vas. Écoute, ça va très bien. Tout va très bien, la santé, les enfants. Donc, on se plaint pas. La santé, c'est ce qu'il y a de plus important, c'est vrai. Alors, je sais pas si tu te rappelles, quand on s'est vu pour la première fois, je crois que c'était au studio à Plus 30. Je t'avais appelé pour que tu fasses des voix sur un remix de Diabu System qui s'appelle le titre Maximum. Oui, ça me dit quelque chose. Mais je suis même pas sûre que ce soit la première fois. Il me semble qu'on s'était vu avant. Mais je me rappelle plus trop. Tu sais, c'est. Écoute, moi, je me souviens qu'on s'est beaucoup croisés, mais vraiment, genre, tu vois, dans des lieux où j'étais là, où toi tu venais, où tu vois. Mais ouais, je me demande si c'était pas avant quand même. Hein. C'est ça, cette date, c'était 99. Ouais. Quand il y avait le titre Maximum et tout. D'accord. Ce qui m'avait choqué, enfin ce qui m'avait interpellé en tout cas, c'est que tu avais répondu présente tout de suite. Ouais. Je t'avais appelé et je t'avais dit ouais, tu peux venir faire un remix et tout. Donc Diabuse, c'était un groupe un petit peu under, mais que t'es cool, que t'aimais bien sûrement. Ouais. Et t'étais venu, je crois, le jour même ou le lendemain. Waouh. Et donc j'ai dit mais c'est incroyable, tu vois, c'est tac tac du tac au tac et franchement merci beaucoup pour cette ta spontanéité, ta simplicité d'avoir participé en tout cas à ces morceaux-là. Donc, Merci. toi, tu dis que ce sont les morceaux de rap conscient qui t'ont poussé à écrire, notamment un morceau de NAP, le groupe d'Abdel Malik. Ouais. Mis à part lui, quels sont les artistes qui t'ont le plus marqué? Alors, au niveau international, je dirais Lauryn Hill, qui a été vraiment importante, puisque c'était une artiste qui avait vraiment une identité hip-hop forte et qui en même temps chantait, en même temps rappait et avait cette approche aussi de l'écriture et du fond. Donc je dirais Lauryn Hill. Après, j'ai baigné dans un univers quand même très musical. J'avais des frères dans la musique, donc j'ai écouté plein de choses différentes de la chanson française. Des gens comme Léo Ferré, qui aussi était dans un engagement, avait une écriture. Donc je dirais, ces artistes-là. Voilà. Alia, bien sûr, aussi, pour d'autres raisons. Mais oui, Alia m'a beaucoup influencée aussi dans sa personnalité, tout cet univers, sa rencontre avec Timbaland surtout. Avant, peut-être moins, mais vraiment cette rencontre-là d'Alia et Timbaland avec une identité musicale, quelque chose de nouveau qui était vraiment apporté. Et, donc je dirais ces artistes-là. Mais voilà, je suis française, donc les mots m'interpellent plus que les mots en anglais. Et le rap conscient, vraiment la rencontre avec les textes de Malik, ça a été vraiment fondateur pour moi, vraiment. C'est vrai que tu me parles d'Alia, tu avais vraiment une... Enfin, tout le monde te comparait à Alia à l'époque. Dans notre milieu. Oui, parce que déjà, j'en parlais beaucoup. Dans le hip-hop, quand même, la filiation, c'est important. On ne cache pas ses inspirations. On le dit. On le dit comme dans un esprit de respect. Donc, Alia, vraiment, a été une inspiration pour moi, mais même, je ne sais pas comment dire, extérieurement, c'était quelqu'un qui avait, je sais qu'elle avait un problème à l'œil, donc elle était complexée, elle se cachait. Et pour quelqu'un de très timide comme moi, ça me parlait, ça m'a beaucoup parlé. Donc, Très timide?
Ouais, C'est vrai? ouais, vraiment, vraiment, vraiment. Ok. Très réservé, Oui, c'est vrai. C'est vrai. très... Ouais. Mais alors, quand on s'était vu, t'as dû me prendre pour une ouf un peu, non? Parce que moi, c'était tout le contraire. Ouais, C'est vrai? c'est vrai que t'étais très, Énergique? énergique, ouais. Mais non, écoute, voilà, ta personnalité, et c'est vrai que t'es quelqu'un de passionné, en fait. Et ça aussi, ça parle quand t'as la chance de rencontrer des gens entiers comme toi. C'est pour ça qu'on s'est entendu Ouais, tout de suite. ouais, C'est vrai, hein? exactement, exactement. Donc, la dernière fois, moi, je me réécoutais le Ghetto français d'Idéal J. Je Mhm. sais pas si tu l'as connu, ce morceau. C'est le genre de titre, quand tu les écoutes, il se passe quelque chose, tu vois. Moi, je me rappelle même que j'avais pris le texte et que je l'avais fait étudier en cours parce que j'étais au lycée. Toi, c'est quoi le titre qui a marqué ta jeunesse? Le titre. Le titre. Écoute, je pense que ce serait Le monde de demain d'NTM. Voilà, ça a été un morceau hyper important, qu'on entendait partout, que mes grands frères écoutaient. Donc je pense que c'est ce morceau-là, vraiment le morceau de l'enfance, le morceau qui m'a beaucoup, beaucoup marqué, beaucoup parlé, avec ses paroles engagées. Et toujours ce fond, finalement, oui, de rap conscient qui est vraiment typique de cette époque qu'on a vécue, toi et moi. Et c'était tellement, tellement puissant, en fait. Quand il y avait un morceau qui sortait, on était là à attendre d'entendre ce que les rappeurs allaient dire, allaient livrer comme vérité. Donc voilà, on a eu la chance de connaître cette époque-là assez extraordinaire pour ça. Est-ce que tu as le sentiment que l'esprit et les messages qu'on a essayé de véhiculer justement à toute cette époque ont disparu aujourd'hui? Non, je pense pas. Je pense pas. Je pense que c'est là. Il y a beaucoup de personnes qui sont dans dans cette filiation-là. Après, c'est vrai qu'on vit dans une autre époque. L'essor d'Internet, des réseaux sociaux. Forcément, il y a une approche qui est différente. Mais non, je pense que c'est encore là. Mais même à l'époque, tu sais, c'était pas une démarche très commerciale. Il y avait quand même l'underground avec comment dire, un engagement, avec des textes, avec du fond. Et il y avait toujours la part commerciale de cet univers-là. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est quand même finalement la même chose. Oui, en puissance 100, quoi. Comme il y a beaucoup plus de groupes, c'est vrai. Exactement, Hmm. exactement, exactement. Toi, tu t'es fait connaître grâce au morceau Celle qui dit non. C'est une période de transition dans le hip-hop français en général. Skyrock commençait à prendre énormément de place. Certains l'ont pris comme un espèce de clash, ce morceau. Dans quel état d'esprit t'étais au moment d'écrire ce morceau? Alors j'étais vraiment dans un esprit de révolte. Je venais de perdre mon père pendant que je démarchais les maisons de disques. Et en fait, je comprenais pas. Enfin, il y a eu un espèce de choc intérieur en moi. C'est-à-dire que je perdais quelqu'un de cher. euh, et j'étais face à des gens qui avaient quand même des arguments qui m'amenaient à des choses très futiles, en fait, que je ne comprenais pas. Une vision très commerciale de l'art, de ce que j'avais envie de faire. Et du coup, à l'intérieur de moi, c'était non, quoi. Il y a eu une espèce de révolte et je me suis dit que non, que j'avais envie de dire ce que je voulais dans mes textes. J'avais envie de dire des choses qui faisaient sens. Et puis, il y a eu ce morceau où je parle clairement du départ de mon père et de cette espèce de conflit en moi, en fait, de révolte, tout simplement. C'était ça, vraiment l'esprit dans lequel j'ai fait ce morceau-là. Et c'est vrai que ça a finalement teinté tout mon début de carrière. C'est vraiment... c'est ce qui est resté. Et je pense que c'est fort, quoi. Bah oui, c'est vrai que ça allait à l'encontre de la vague de chanteuses qui arrivait.
qui étaient, on appelait les chanteuses que pour les refrains, on appelait les chanteuses, c'était un peu Exactement. la petite voix cool et tout, tu vois. Et toi, t'es arrivée avec un message fort, Ouais. assumé. Ouais. Oui, puis en plus, pour le coup, ce qui était assez étonnant, c'est que c'est devenu un succès commercial. Mm. C'est ça qui était assez Surprenant. surprenant pour l'époque, oui. Puis tu parlais de Skyrock, effectivement, c'est passé sur Skyrock, comme, comme n'importe quel autre morceau, avec peut-être une approche plus commerciale, plus lisse, moins dense au niveau du fond. Et, euh, et en ça, je pense que ça a été une révolution aussi dans le milieu, tout simplement. Et je Mm. pense que c'est pour ça que ça a marqué même la nouvelle génération qui me cite beaucoup en référence, parce que c'est comme un marqueur vraiment temporel au-delà. Voilà, j'arrive à prendre le recul et à avoir cette analyse-là. Je pense que c'est un espèce de marqueur temporel qui a fait la bascule finalement entre l'ancienne génération et la nouvelle génération qui allait arriver, avec peut-être plus de liberté tout simplement, artistique. C'est vrai que tu parles de la nouvelle génération, mais ton nom ressort tout le temps. Oui, c'est C'est vrai, assez... hein, chez les ouais, chanteuses. ouais, Tout le monde dit Wallen, Wallen, ouais. Wallen. Qu'est-ce que ça te fait, toi, d'être citée par beaucoup de monde? Bah écoute, forcément, ça fait plaisir. Et puis, je me rends compte que finalement, les artistes féminines ont plus de facilité à être justement dans ce que je te disais, dans la filiation de cité, comme une forme de respect, ce qui nous a inspiré, ce qui n'est pas forcément le cas, je trouve, chez des artistes masculins. Donc ça me touche beaucoup. Je me dis que voilà, que l'état d'esprit de ce que j'ai amené est vraiment j'étais vraiment dans un esprit de partage, de simplicité, et c'est ce qui est resté finalement et ce qui a subsisté à travers voilà, d'autres artistes qui se sentent, euh, qui se sentent vraiment comment dire, pas forcés, mais de me citer en référence. Donc oui, ça touche. Est-ce que tu pensais, toi, que ce morceau, Celle qui dit non, aurait un impact, l'impact qu'il a eu? Non, parce que vraiment, je ne l'ai pas fait pour... je l'ai, je sais pas comment expliquer, c'était vraiment moi et moi-même. Tu sais, quand tu es artiste, à la base, tu es seul, avec ta page blanche, et c'est avant tout, comment dire, une quête, une remise en question. Voilà, un texte que tu écris, ce sont des questionnements, tu livres des émotions, des sentiments vraiment personnels. Donc à la base, il y avait pas du tout. Puis en plus, c'était pas un format, ça n'existait pas en fait. Des chanteuses qui avaient une approche d'écriture comme dans le rap. Donc j'étais pas du tout à me dire que ça allait fonctionner en fait. J'étais seule avec moi-même et je livrais quelque chose de profond, de vrai. Et c'était ça en fait le but. Donc toi, ce succès-là arrive au même moment que ton premier enfant, Ouais. à peu près. Mm. Est-ce que ça a été difficile pour toi de gérer tout ça? La naissance, le succès, comment t'as fait? Ouais, ça a été difficile quand même. Franchement, je pense que toute femme qui travaille et qui vit la maternité, qui doit reprendre le travail, fait face à cette difficulté-là, en fait. C'est dur, tu ne sais pas ce que c'est que de déléguer la garde de ton enfant. Donc voilà, moi je ne l'ai pas fait, donc c'était encore plus difficile d'assurer la promo, les concerts avec un bébé, parce que c'est vrai que c'est arrivé en même temps. Mon fils avait quelques mois quand mon album est sorti. Et en même temps, je suis contente d'avoir vécu ça très jeune, parce que j'ai pu très vite me rendre compte de ce qui était une priorité pour moi. Et c'est vrai que mes enfants, aujourd'hui, voilà, je suis maman de 4 enfants, ce sont mes enfants, vraiment. Je suis une femme qui travaille, mais c'est vrai que ma priorité, mon, mon axe central, ce sont mes enfants et leur éducation et la responsabilité voilà, qu'on a, Malik et moi. Et comment ils voient alors
Comment vos enfants, ils vous voient? Comment ils nous voient? Bah écoute, Pas en tant que parents, mais en tant qu'artiste? bah écoute, je pense que comme tout enfant, ils nous voient comme des parents, en fait, tout simplement. Tout simplement. Après, voilà, c'est sûr que moi, par exemple, je les ouvre beaucoup à tout ce qui est musique, mais par exemple, notre fils aîné n'a pas forcément la fibre artistique, musicale, et on n'a pas forcé à ce niveau-là, mais c'est vrai qu'on a cette fibre-là artistique, cette expérience-là, et on sait à quel point ça peut être salutaire pour les enfants quand on se construit. Moi, j'ai fait le conservatoire, par exemple, donc je sais à quel point ça peut aider, même au niveau purement scolaire, de faire, voilà, de faire de la musique à côté, du solfège, apprendre un instrument de musique. Donc forcément, c'est quelque chose que j'ai eu envie de partager avec mes enfants. Mais le premier, il a pas voulu? Non, Non? non, Pas non, voulu non. faire de conservatoire? Non, pas du tout. Pas du tout, mais en même temps, voilà, chaque enfant a sa personnalité, sa sensibilité, donc on laisse... Ouais, vous respectez, bien sûr, bah, c'est bien. bien Et ils sûr. ont pas leurs copains ou leurs copines qui disent: «Ah non, mais ton père, c'est lui, ta mère, c'est elle, ils viennent de sortir ça, nin Il y a pas des Bah, choses comme ça qui si, forcément, mais bon, il n'y a pas de... je sais pas, on le vit plutôt assez simplement, naturellement, normalement, donc il n'y a pas de souci. alors qu'est-ce que l'arrivée de ce premier enfant a changé pour toi? Qu'est-ce que ça a changé pour moi? Bah, tu deviens adulte, finalement. Je pense que ce qui fait de nous vraiment des adultes, qui nous ancre comment dire, ouais, dans l'âge adulte, tout simplement, je pense que c'est vraiment de devenir parent, hein. Devenir parent, c'est quand même quelque chose qui te met face à des responsabilités. Tout d'un coup, tu n'es plus tout seul, tu es responsable d'un d'un enfant, quoi, qui en même temps enfin, ne t'appartient pas et sur lequel, en même temps, enfin, tu as une responsabilité folle, folle, folle. Donc c'est... Ouais. Tu disais que c'était très difficile de concilier donc la vie, bah, nouvellement d'une vie de maman et la vie pro. Est-ce que tu penses que pour une artiste femme, c'est plus difficile que pour un homme? Bah, je pense que ça dépend. Ça dépend des femmes, ça dépend... oui, ça dépend du souhait de chacune, de l'organisation. Mais c'est vrai que moi, je ne me voyais pas déléguer. Je n'ai pas réussi. J'ai essayé, mais c'est quelque chose que je n'arrive pas, que j'arrive pas à faire. Donc je pense que c'est surtout une question de personnalité, de nature. Chacun est libre, libre de vivre la chose comme il veut. Mais moi, je sais que ça a été difficile. Mm. Bah, à l'époque, Sté, qui était dans le même Mm. collectif que toi avec Sulibi, Ouais. d'ailleurs, on lui passe un grand bonjour. Mm. Je sais que quand elle a accouché de sa fille, Oui. elle a tout mis en retrait Ouais. et elle a dû bah, aller s'occuper de ses enfants, Mm. bosser aussi parce que bah, ça Bien sûr. gagne pas forcément beaucoup, enfin, surtout à Oui. l'époque, hein, beaucoup Ouais. de sous et tout. On faisait ça Mm. vraiment pour la passion. Mm. Donc j'ai l'impression qu'il y a quand même ce petit côté qui est. Enfin, moi, j'ai toujours vu les mecs en studio, quand j'allais en séance studio, avant d'avoir des enfants, hein. Je Mm. voyais les mecs, ils venaient Ouais. d'avoir des enfants et tout, ils étaient en studio en train d'enregistrer, tu vois. Mm. Mais les nanas, je les ai jamais vues. Elles Mm. étaient toujours avec leur enfant. Ouais. Alors, je sais pas si c'est une vision biaisée que j'ai, mais de mon point de vue à moi, en tout cas, j'ai l'impression que c'est plus difficile pour une femme Ouais. de concilier les deux. Ouais, c'est plus difficile. Bah, tu sais, les enfants, on les porte quand même. Il y a un lien qui est charnel. Et c'est plus difficile de couper quelque part ce lien pour faire autre chose. Ça prend tellement de place, la maternité, c'est tellement fou, c'est tellement beau, c'est tellement puissant. Et puis, encore une fois, il y a cette responsabilité-là qui, auquel tu dois faire face tous les jours, quoi. Hmm. C'est quotidien. Donc,
Je comprends, ouais, je comprends, mais c'est tout à fait normal en même temps que ce soit plus difficile pour une femme. Ouais. Surtout ouais, si t'allaites, enfin il y a tous les petits... Exactement, c'est ouais. pour ça que je te parle de Ouais. lien charnel en fait. Mm. Tu vois, on s'appartient plus vraiment entièrement quand on est femme et qu'on a des enfants. Mais encore une fois, c'est physique, c'est vraiment physique. Est-ce que tu as dû mettre en quelque sorte ta carrière en suspens à ce moment-là? Non, c'est juste que je l'ai géré différemment. Mes enfants sont ma priorité. Je suis une femme qui travaille aussi. Je tiens à mon activité professionnelle et artistique parce que j'ai envie de faire des choses, mais j'aborde tout différemment. Voilà, c'est juste ça. Je sacrifie en quelque sorte une forme d'ambition, tu vois, qui serait une fin en elle-même à tout prix, tu vois, faire des albums à tout prix, aller en concert à tout prix. Ça, je ne veux pas le faire. C'est un choix. Je pourrais le faire, mais je choisis de ne pas le faire. Pour une qualité de vie, en fait. C'est important d'être présent et peut-être même encore plus aujourd'hui. Tu vois, on parlait tout à l'heure des réseaux sociaux, de tous ces canaux qui se sont multipliés. Et si on n'est pas présent quelque part, je pense que les enfants sont en quelque sorte quand même livrés à eux-mêmes. Donc je pense que c'est vraiment important d'être présent pour eux. Nous, on avait le club Dorothée. On pouvait Ouais. pas aller... Exactement. On pouvait pas vraiment partir en testos, quoi. Tu sais? Non, mais si tu vas sur les réseaux sociaux, Ouais, c'est vrai clair. que c'est beaucoup plus hardcore que nous avec Ouais. nos petits Goldorak et Ouais. Jeanne et Ouais, Serge. puis même, tu vois, à notre époque, il y avait une perception du temps qui était différente. Aujourd'hui, il y a tout le temps, quand tu veux. Tu vois, tu parlais du Club Dorothée, il fallait quand même l'attendre une semaine. Ouais. Aujourd'hui, il y a des dessins animés tout le temps en boucle, tu vois, sans parler voilà, de tous les dérives que peuvent avoir les réseaux sociaux. En fait, aujourd'hui, tout est disponible tout le temps. Et accessible. Et accessible. Donc, tu vois, nous, en attendant le Club Dorothée qui arrivait la semaine d'après, il fallait s'occuper, tu vois, la semaine. Donc, on était dans le concret, dans le monde réel. On devait sortir, tu vois ce que je veux dire? Aujourd'hui, les enfants peuvent se noyer dans un monde totalement virtuel. Encore une fois, sans aller dans les dérives, tu vois, des réseaux sociaux, mais juste ne serait-ce que ça, c'est assez terrible et il faut pouvoir le gérer. Donc, pour en revenir à la musique, sur les 2 premiers albums, on retrouve Sulibi à la prod. Comment s'est faite cette connexion? Alors, cette connexion s'est faite, oh là là, par un espèce de parcours. J'avais rencontré un producteur, je sais plus où. Et il s'avère que ce premier producteur-là travaille avec quelqu'un qui travaille avec Sully. Donc, ça s'est fait vraiment comme ça. Un intermédiaire qui m'a amenée chez Sully. Dans son studio? Exactement, dans son studio. C'était quoi? C'était le Wax Labo déjà ou pas? C'était déjà le Wax Labo. Ouais. Et alors, tu te rappelles du premier jour où tu es entrée dans ce studio? Oh là là, non, je me souviens pas. Je me souviens pas, mais je me souviens du jour où j'ai écouté pour la première fois justement Abdelmalik, NAP. Voilà. Sulibi m'avait fait écouter une maquette. Ils étaient en train de faire leur album La fin du monde. Donc Malik avait enregistré ce titre-là chez lui et il me l'a fait écouter parce que justement il a perçu cette sensibilité commune qu'on avait tous les deux. Ce titre-là, c'était Pas même un sourire sur l'album d'NAP. Et ce jour-là, je m'en souviens, tu vois. Je me souviens parce que c'est ce fameux jour qui m'a donné envie d'écrire. Non, je plaisante. Non, je l'avais pas encore vu. Mais voilà. Ouais, et quand je l'ai rencontré, bah ouais, il était plutôt pas mal. Donc ça a aidé la suite de l'histoire. Il est en train de kiffer. Je le vois là. Alors, qui a eu l'idée de reprendre le sample de Shuriken? Alors, qui a eu l'idée? Je pense que c'est Sully.
C'est Sully qui a eu l'idée. Et après, ben, forcément, mettre Shuriken dessus, ça, j'y tenais. Et j'y tenais d'autant plus que justement, le fameux titre que j'avais écouté d'Anapé, Pas même un sourire, il y avait Shuriken. Donc pour moi, c'était important aussi de le mettre sur ce titre-là. Et la Ouais. première fois que tu rencontres Malik, Ouais. comment ça se passe? Tu en profites, hein? Bah écoute, on s'est rencontrés en studio. Voilà, il était venu de Strasbourg. À l'époque, il était encore là-bas, avec un ami à lui. Et puis voilà, on a discuté. J'étais à la fac à cette époque-là, donc voilà, Fac de droit? on parlait bouquins. Ouais, Vitaneuse. Ouais, fac Et de alors? droit. Et alors quoi, la C'était fac? le coup de foudre. Oui, 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 oui. Le C'est coup de vrai? foudre et tout de suite les discussions surtout. Ouais, c'était assez surprenant voilà, de voir quelqu'un qui avait la même sensibilité, le même vécu. On vient du même milieu social et le même parcours. Il est allé en école privée aussi, moi aussi. Donc voilà, il y a eu vraiment une vraie rencontre, un vrai coup de foudre. Je sais pas si tu te rappelles, mais je t'avais croisé au métro République. Eh oui, je me souviens. C'est vrai? Je me souviens. Et je t'ai vu, j'étais avec Tepa. Mais oui. Et je t'ai dit, mais tu fais quoi et tout? Et Ouais. je crois que tu m'as dit, aujourd'hui, je me marie. Oui, C'est ça, hein? exactement. Ouais, ouais. Mais oui, on venait de se marier. Je crois même qu'on avait tu nos venais- valises et tout. C'est ça. Et oui, Ouais. tu te souviens. Ouais. Ah bah c'est marrant Je ça. me souviens de ce jour, ouais, à République. Ouais. Et je sais plus avec qui tu avais rendez-vous. Si c'était... Mais on était avec Malik, hein. Ouais, mais je me rappelle en tout cas du Ouais. jour où je t'ai vu. Bon, bah c'est cool. Pour ton titre, l'Olivier, vous avez samplé, il me semble, Francis Cabrel. Ouais. Je l'aime à mourir. Non, c'est pour tac, tac, tac. Mes rêves. Oh, Est-ce que t'as pas eu peur de t'attaquer à un moment, à un monument de la chanson française, comme Francis Cabrel? Enfin, de t'attaquer. Bah, non, en fait, bah, tu sais, quand on sample un artiste, déjà la première grosse question qui se pose, c'est va-t-il accepter voilà, de nous donner les droits, l'autorisation, puis ensuite les droits. Et il a été mais super sympa parce qu'il nous a cédé les droits Tout de suite? tout de suite. Et alors? Ouais. Enfin, est-ce qu'il a Bah, kiffé le morceau oui, après? oui. Et figure-toi que là, sur la série sur laquelle on travaille, en fait, à un moment donné, il y a une scène dans un karaoké où on utilise un morceau justement de Francis Cabrel. Et du coup, j'ai dû lui réécrire, comme je l'avais fait à l'époque pour mes rêves. Et il a tout de suite, voilà, la connexion s'est faite assez naturellement parce qu'il s'est souvenu et il Ah, nous c'est a, marrant. pareil, cédé les droits, donné l'autorisation et tout d'utiliser son morceau. Donc vraiment un grand artiste, voilà, très talentueux et qui en plus humainement, tu vois, quand il se passe des trucs comme ça, ça fait vraiment plaisir, quoi. Hmm. Ouais. Ouais, c'est vrai qu'il y avait une compile, il me semble, qui était sortie, où ils avaient repris des classiques de la chanson française. Ouais. Il y avait pas mal de morceaux Ouais. de Francis Cabrel où il donnait son autorisation, quoi. Ouais. Ouais. Donc il y a quand même des chansons, des chanteurs populaires français Ouais. qui aiment notre musique. Ouais. Exactement. C'est incroyable, mais Ouais. félicitations à eux et bravo. Donc après, toi, tu décides de composer quasi entièrement ton 3e album en déclarant que c'est une émancipation en tant qu'artiste et en tant que femme, car dans le milieu du hip-hop français, tous les producteurs sont des hommes. Ouais. C'est vrai que moi, ça m'avait vachement étonnée à l'époque. Je me suis Ouais. dit, ah, elle compose, elle fait tout ça, tu vois, c'était très rare. Toi, c'est quelque chose qui t'a choqué à l'époque, qu'il n'y avait que des hommes qui composaient? Non, 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 parce que je veux dire, c'est comme ça. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de choc en soi, mais je trouve ça dommage qu'il n'y ait pas plus de femmes qui composent, parce qu'en soi, enfin, c'est accessible à tout le monde. Et c'est vrai que c'est dommage qu'il n'y ait pas plus de femmes qui composent. Moi, c'est vrai que j'ai une formation, comme je te disais, au conservatoire. Donc, la composition, c'est quelque chose que je sais faire. Même quand on compose une mélodie chantée, c'est de la compo, en fait. Donc, c'est quelque chose que je porte en moi et que je veux faire depuis longtemps. Je ne l'ai pas fait parce que les femmes ne le font pas et qu'il n'y a que des hommes qui le font. C'est pas du tout ça. C'est quelque chose que j'ai envie de faire depuis toujours et que je fais finalement depuis toujours, puisque je compose toujours les mélodies chantées
sur mes morceaux, c'est moi qui les compose. Donc non, ça s'est fait assez naturellement. Mais c'est vrai c'est dommage que naturellement, on n'aille pas vers des métiers comme, par exemple, même celui d'ingé son, celui de compositrice, de productrice en tant que compositrice. Et il faudrait. Mais je pense que c'est de plus en plus vrai, je pense, aujourd'hui, avec justement des femmes qui sont instrumentistes, des pianistes. Tu vois, justement, sur la série, j'ai sollicité pas mal de compositrices femmes pour tout ce qui est score. Donc, ouais, Oui, il y en a de plus en plus, c'est vrai. il y en a de plus en plus, ouais. Après, à l'époque, c'est vrai, comme c'était un milieu assez fermé, où il y avait beaucoup d'hommes, très Oui, peu de femmes, très peu de chanteuses, très peu de rappeuses. Donc, les nanas, elles se lançaient pas forcément, tu vois, dans ce milieu artistique. ouais. Ouais, et puis il y a le studio aussi qui s'est démocratisé. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui ont des home studios, des chanteurs, des chanteuses, rappeurs, rappeuses. Et justement, parce que ça assure plus d'indépendance, tu peux poser des voix chez toi, donc forcément tu bidouilles et puis tu composes un peu. Donc il y a ça aussi, la démocratisation du studio, des machines. C'est beaucoup plus accessible à plus d'artistes et de gens. Ouais. Mm. Donc, il y a très peu de chanteuses qui ont réussi à marquer leur époque, comme toi, tu l'as fait. Comment t'expliques ton succès? Mais je pense que c'est lié à ce dont on parlait tout à l'heure. C'est vraiment il y a eu une espèce d'alignement des planètes et puis c'est aussi le fait que je sois la première à avoir écrit de cette façon-là, avoir chanté des textes avec du fond et du sens. Quelqu'un qui revendiquait vraiment le fait d'écrire. Donc c'est surtout ça, je pense. C'est voilà. Et puis j'ai été aidée, poussée par la radio. J'ai pu passer à la radio. J'ai pu voilà. Je pense que c'est surtout ça. Parce que tu es quand même devenue iconique. Ouais, Non? j'en ai pas forcément conscience. Je sais pas trop. Il faut demander aux enfants, non, je rigole. Tu sais, la nana qui insiste, mais tes enfants, leurs copains, ils disent quoi? Non, non. Donc, on a Les vécu. parents des copains, attends, Ouais, les parce que parents, là, oui, mais les c'est quand même une copains, autre génération quand même. oui, c'est vrai. Oui. Mais d'ailleurs, les parents des copains, Oui. ils te connaissent. Oui, il y en a forcément. Ouais. Ouais. Ah, c'est marrant, ça. Ouais. Ouais, bon. Je me Et pose oui, pas trop de les années questions. passent, Agnès. Donc, on a vécu une époque où faire de la musique dite urbaine était un combat. Quand tu vois ce que c'est devenu aujourd'hui, qu'est-ce que tu te dis? Écoute, qu'est-ce que je me dis? Bah, c'est plutôt bien, puisque c'est quand même une musique qui vend beaucoup, donc qui représente voilà, du chiffre, comme on dit. Donc, en soi, c'est une reconnaissance. Euh, Après, voilà, qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Peut-être que comment dire, l'autre face de la pièce, c'est que je pense que quand tu veux faire cette musique-là, quand tu veux faire de la musique urbaine, hip-hop, tu es forcément ramené aux chiffres. Donc tu es sommé d'une rentabilité. Donc je pense, après, je sais pas trop, tu vois, je sais pas comment ça se passe dans les maisons de disques, dans les labels, mais c'est vrai que pour faire du développement d'artistes, je pense que c'est peut-être plus difficile. Il y a plus cette envie de tout de suite de faire du chiffre, ce qui empêche peut-être certains artistes d'avoir voilà, comment dire, une approche de développement sur le long terme. Je pense qu'aujourd'hui, voilà, dans un label, quand tu signes un artiste urbain, tu as quand même une visée, entre guillemets, commerciale. Donc, Ouais, c'est des voilà. singles. Il faut que tu sors des singles et que ça marche, quoi. Et tu fais Bah, des trends comme beaucoup de TikTok. choses marchent, je pense qu'il y a quand même une volonté oui, de faire du chiffre. Hmm. Je pense. Après, voilà. Oui, c'est vrai. Il n'y a plus trop d'artistes
qu'on accompagne, quoi. Qui sont accompagnés, que tu découvres quand C'est ils ça. sont là et après tu évolues avec eux, que Mmh. nous, on a connus, quoi. Ouais, ouais, ouais. On n'a quasiment aucune personne qui soit, entre guillemets, «à l'origine» de ce mouvement, qui ait une place centrale dans ce business. Ou qui soit, à la tête d'une maison de disques ou d'un label, comme tu disais, ou Mmh. même d'un média. Comment t'expliques ça? Écoute, je sais pas. Je ne saurais pas, l'expliquer. Je pense que Malik, là, il serait plus à même de parler de ça, mais écoute, je sais pas du tout. Je ne sais pas. Mais c'est vrai que il faut se poser quand même la question. Tu vois? Est-ce que je sais pas. Parce que tu vas aux States, Cette question du leadership, ouais. c'est ça, tu vas aux Ouais. States, tu as quand même, des anciens rappeurs qui ont des gros labels, Mmh. qui ont des marques de sap, qui développent plein de business. Mais en Ouais. France, c'est pas nous, quoi. C'est pas nous, mais justement, est-ce qu'on n'a pas, une particularité française? Est-ce qu'on est vraiment fait pour que tout, se transforme en business? Tu vois ce que je veux dire? Je pense qu'il y a une réelle culture artistique en France, mais vraiment artistique en soi, sans que forcément le business prenne le relais. Et je pense que c'est vraiment une perception française qui n'est pas forcément négative finalement. Moi, par exemple, je sais que je ne suis pas du tout, j'ai pas du tout la fibre d'entrepreneuse. Je ne suis pas comme ça. Je suis une artiste. Ce que je fais, c'est de l'art. Il s'avère que c'est un métier. Donc oui, à un moment donné, il y a le commercial qui prend le relais, mais ça n'est pas une fin en soi. Mais vraiment, je le dis très sincèrement. Et je pense que c'est pour ça qu'en France, on on n'a pas cette approche-là. Peut-être que c'est plus simple pour les nouvelles générations. Il faudrait se poser la question, tiens, peut-être dans 15 ans, si justement les artistes très jeunes aujourd'hui qui sont au devant de la scène deviendront peut-être un jour des patrons de labels ou je pense que c'est plutôt ça, mais notre génération à nous, on n'a pas cette approche-là euh, américaine, en fait. Mmh. Et comment tu penses, toi, que cette nouvelle génération, peut, inverser cette tendance? Bah de fait, c'est une génération qui ne s'est pas construite comme la nôtre, qui est plus indépendante, de fait, Mmh. qui a cette mentalité d'entrepreneuriat que nous, on n'a pas. Donc, tu sais, il n'y a pas de comparaison à faire c'était mieux avant ou moins bien. En fait, les choses se transforment et c'est un fait. Donc, il faut suivre et voir comment les choses vont se transformer. Mais je pense qu'il est important de, de, de maintenir quand même une liberté pour de jeunes artistes qui ne s'inscrivent pas forcément dans cette tradition-là. Et je pense que c'est ça qui est beau en France, c'est on peut tout avoir. Et voilà, on peut avoir des trajectoires différentes et on peut être un artiste qui n'a qu'envie d'être artiste, en fait, et qui a envie de faire de la scène, écrire, sortir des disques, Mmh. tu vois, sans pour autant gérer sa carrière comme un business. Mmh. Mm. Donc aujourd'hui, n'en déplaise à certains, la chanteuse française emblématique, c'est Aya. Mhm. Est-ce que tu comprends toute la polémique autour d'elle et du fait qu'elle doive chanter pour l'ouverture des JO? Bah, écoute, je comprends pas la polémique, non? Qui est une polémique clairement raciste, en fait. Euh, je trouve qu'elle a tout à fait sa place pour l'ouverture de la cérémonie, enfin pour la cérémonie d'ouverture des JO. Comment on en est arrivé Pour moi, là? ça fait pas débat. Bah, comment on en arrive là, tu sais, je pense que on voit tous ce qui se passe au-delà même de la France, en Europe. Il y a un espèce de comment dire, de réveil du suprémacisme et du racisme, tout simplement, qui n'accepte pas la transformation naturelle, démographique, voilà, d'un continent, d'un pays. C'est assez terrible, Toi, tu assez le terrible. ressens, toi, ou pas? Dans ton quotidien ou
à travers tes enfants? Non, non, parce que, bah, écoute, nous, on vit sur Paris, nos enfants fréquentent l'école publique, donc on est tous mélangés, tous dans un état d'esprit d'ouverture. Donc non, je le sens pas forcément, mais on le sent dans les médias, bien sûr. Dans les médias, dans euh, la politique, les polémiques. Oui, c'est assez terrible. Est-ce que pour toi, les réseaux sociaux ont permis la banalisation d'un racisme assumé et décomplexé? Les réseaux, je sais pas. Les médias, oui, les médias. Tu sais, il y a une espèce. J'ai l'impression qu'on vit, comment dire, dans une espèce de culture du mépris, en fait. Il y a une culture du mépris partout, partout, partout. Partout, le mépris est relayé. Et oui, forcément, les réseaux se font le relais de cette culture qui est terrible. Le racisme, c'est du mépris, tout simplement. Comment dire, toutes ces revendications féminines qui se heurtent encore à des murs, c'est du mépris, en fait. Tout simplement. Le mépris peut prendre plein de formes différentes. Nous, quand on a grandi, on n'avait pas ce... Bon, il y avait du racisme, hein, mais on était tous ensemble. Ouais, C'est vrai. ouais. Quelles que soient les origines, les religions, Mm, il y avait tout un... On se posait même pas la question, en fait. mm, C'est là qu'on s'apercevait qu'il y avait pas... Il y avait du racisme, mais pas à ce point-là. mm. Je sais pas si maintenant c'est très communautariste, enfin très communautariste. On tape sur les musulmans, on Ouais, tape sur les, tu vois, sur les migrants, sur ci, sur ouais, ça. Il y a, moi-même, je sais même pas l'expliquer, hein, ouais, cette hausse de racisme ambiant, de, ouais. tu peux tout dire maintenant, tu vois. Les réseaux sociaux, tu vois, je te pose la question, c'est parce que, tu vois, j'ai l'impression que c'est un big bar PMU, Mm, tu vois. Et tout le monde dit tout et n'importe quoi. Tout ouais. le monde a sa raison. Ouais, ils sont comme ci, ils sont comme ça, tu vois. Et tout le monde débat. Mhm, Tout le monde a quelque chose à dire. ouais. Mais Surtout, sauf que c'est à une échelle, voilà, une échelle planétaire. C'est, ça prend des proportions incroyables. Mais c'est vrai que je pense que ce qui se passe aujourd'hui, c'est que l'esprit français est menacé. L'esprit français. L'esprit français peut être incarné par n'importe quel corps, en fait. Quelles que soient nos origines, on peut incarner ces valeurs-là qui sont figées dans la devise française. Tu sais, liberté, égalité, fraternité, ça ne veut pas rien dire, en fait. C'est ça l'esprit de la France. Et c'est cet esprit-là qui est menacé. Au-delà voilà, de tout ce que l'extrême droite peut véhiculer comme idée, c'est tout simplement ça qui est menacé. La France, c'est pas un corps seulement, c'est un esprit. Et quand le corps est privé de l'esprit, on sait ce que ça donne en 39. Tu sais, le matin, je prends le temps de lire la plaque sur le mur, tu sais, qui commémore tout en souvenir des enfants déportés, en fait. Ça s'est passé en France. Donc voilà, quand la France est privée de son esprit, ce que ça donne. Ça donne les camps de concentration, la déportation des Juifs français. C'est ça que ça donne. Donc il faut en prendre conscience. Il faut vraiment que les gens prennent conscience de ce qui est en train de se passer. Et encore une fois, l'esprit français peut être incarné dans n'importe quel corps. On peut être enfant d'immigrés, immigré, être venu la semaine dernière en France. Et c'est ça la force de la France. Il ne faut pas l'oublier. Il ne faut pas l'oublier, il ne faut pas se laisser embrigader dans des idéologies qui se servent des peurs, de la peur des gens, des peurs qui peuvent être légitimes d'ailleurs. Mais non, il faut qu'on soit vraiment tous dans un esprit de résistance aujourd'hui. Et de paix, vraiment, vraiment, vraiment. tu dis que tu considères ta série 9-3 bébés comme un acte de résistance. Ouais. Pourquoi?
Mais justement, ça rejoint ce qu'on dit là. Tu sais, 9-3 bébé. Bébé sont les initiales d'un dramaturge allemand qui s'appelle Bertolt Brecht. C'est un des dramaturges, un des premiers à avoir été interdit par le régime nazi. En fait, il a tout de suite vu, dès les années 30, en fait, ce qui était en train de se passer. Et tout de suite, en tant qu'artiste, avec ses armes d'artiste, il a prévenu. Il a prévenu ça. Donc pour moi, 9-3 bébé, c'est ça, c'est un acte de résistance avec mes armes à moi en tant qu'artiste. Ça reste une œuvre, 9-3 bébé. Donc avec mes outils d'artiste, l'écriture, avec Malik à l'image, avec cette approche de mise en scène, on a voulu à notre manière, en tant qu'artiste, résister à cette culture du mépris de l'autre. Parce que c'est ça le racisme. C'est le mépris de celui qui est différent de nous, qui a une autre histoire, une autre culture, une autre approche, un autre vécu, une autre expérience. Et c'est ça, c'est ça 9-3 bébé, vraiment. Tu penses que c'est du mépris ou de l'ignorance? L'ignorance amène au mépris. C'est quand on ignore l'autre qu'on peut le mépriser, en fait. Parce que l'ignorance, c'est le terrain à plein de choses. Tu plaques ce que tu veux sur quelque chose que tu ne connais pas. Donc oui, je pense que l'ignorance précède le mépris, mais les deux sont liés. Quelles sont les valeurs que tu veux transmettre à travers ton projet 9-3 bébé? Plein de valeurs, vraiment plein de valeurs, parce que c'est vraiment la synthèse de plein de choses qu'on défend avec Malik. Ça parle aussi d'une jeune fille qui est en quête, tout simplement, qui est une artiste dans l'âme et qui se pose des questions sur sa trajectoire d'artiste, sur le fait de comprendre aussi ce qu'est la réussite. Tu vois, tout à l'heure, on parlait du rap, et c'est vrai que, tu sais, quand tu viens d'un milieu social, modeste, tu as une injonction à réussir, mais avec cette idée de réussite qui est une réussite économique. C'est-à-dire réussir matériellement, changer de statut social. Et Leïla, le personnage principal de la série, se pose ces questions-là. Est-ce qu'il y a une alternative à ça? Est-ce que c'est ça, réussir? Est-ce que c'est représenter encore une fois du chiffre, gagner beaucoup d'argent? Donc c'est plein de choses, cette série-là. C'est vraiment la synthèse d'une expérience aussi, de mon expérience en tant qu'artiste. J'arrive à un âge charnière où justement ce nouveau métier pour moi, qui est celui de scénariste et que je compte faire encore par la suite, c'est aussi une nouvelle étape de vie. Donc, tu sais, quand tu passes à une autre étape, tu fais un espèce de bilan. Donc pour moi, 9-3 bébé, c'est mon premier album. C'est à force de vivre. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Ouais. On nous avait vendu une France black, blanc, beurre. Tu penses qu'on a été trompé sur la marchandise? Non, je pense pas, parce qu'on l'est de fait. De fait, cette France existe. Après, le challenge, c'est de tous ensemble incarner le réel esprit français. C'est tout simplement là, mais cette France, évidemment qu'elle existe. Ouais. Moi, c'est sûr, elle existe, on est là. Ben On oui, est là. Moi, je suis bien sûr. asiatique, je suis jaune, alors. Bien sûr, ouais. Je suis pas dedans, mais elle est là, mais elle n'est pas acceptée, quoi, entre guillemets. Mais c'est une minorité, en réalité. C'est ça, c'est dans ce sens-là qu'il faut faire attention. Il faut se faire le canal de la paix, en fait, qui est là, qui existe. C'est une minorité qui pense comme ça. Et le problème, c'est qu'à force aussi d'en parler,
euh, on l'a fait exister encore plus. C'est pour ça que je parle vraiment de résistance. C'est qu'il faut résister et ne plus se faire le canal de ces idées-là. De ne plus agir en réaction. Tu vois ce que je veux dire? Parce que quand on vit dans une ambiance comme ça de réveil, de suprémacisme, tu peux, comment dire, il peut y avoir une espèce de repli communautaire. Et je pense que c'est pas la solution non plus. Donc il faut résister à tout prix à cette mauvaise ambiance, finalement. Tu te sens française ou pas? Ah oui, à 100%. Je me sens française. Vraiment. T'es de quelle origine? Mes parents sont du Maroc, tous les deux. Donc Voilà. française d'origine marocaine. Voilà. Ouais. Française d'origine marocaine et tu te sens bien française. Ah Et ben, ouais. ça, c'est très bien. Ouais. Il faut le souligner parce que je lis souvent les commentaires sous nos vidéos et c'est vrai que tu as l'armée de fachos qui arrive à chaque fois, Ouais. tu vois, et qui met des commentaires. Comment ça, t'es française? T'as rien de français? Parce qu'il y a telle ou telle personne qui a une origine. Mais en fait, comme tu dis, à partir du moment où tu incarnes l'esprit français, tu as autant ta place, voire plus, que ceux qui Mais critiquent bien justement sûr. les personnes qui ont des origines. Bien sûr. Est-ce que tu es musulmane? Oui. Est-ce que tu te reconnais dans l'image qui est dépeinte des musulmans dans les médias? Écoute, l'image des musulmans, je sais pas trop, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que, comment dire, on s'acharne un peu sur la communauté musulmane. Ça, c'est sûr. Oui. Je pense que, voilà, on a déjà, on isole la communauté musulmane du reste de la communauté nationale. Et ça, c'est assez terrible quand on est musulman d'observer ça. Tu vois, toute cette polémique autour du terme islamophobie, je trouve ça incroyable. On sait très bien que ce mot-là, c'est pas juste une étymologie, en fait. On ne se rapporte pas à l'étymologie du mot. Il y a une espèce de zèle étymologique avec ce mot qui est assez effroyable, en fait. Le mot xénophobe, on sait très bien ce que ça veut dire. Ça ne veut pas juste dire la peur de l'étranger, on sait que ça va avec la haine de l'étranger. Donc, islamophobie, on sait très bien que ce n'est pas juste la peur de l'islam, ça va avec la haine de l'islam et forcément la haine des musulmans. On peut pas, voilà, on peut pas séparer l'islam des musulmans. Enfin, c'est assez, pour moi, c'est un peu une insulte intellectuelle en fait, ce débat. Je trouve qu'on manque de respect aux gens. Ouais. Et puis se sentir obligé de répéter sans cesse, enfin de défendre ce droit à l'islamophobie. Enfin, je comprends pas. Tu vois, moi, si j'avais un ami musulman ou juif qui passerait son temps à défendre son droit à être cathophobe ou autre chose, je sais pas, je lui dirais mais faut peut-être consulter. T'as peut-être un problème d'un autre ordre, je sais pas, une névrose mais on peut pas en faire. On peut pas devenir un ambassadeur tout simplement d'une liberté sortie de je sais pas d'où parce qu'on martèle matin, midi, soir qu'on a le droit d'être islamophobe. Il y a un problème là. Qu'est-ce que tu réponds aux gens qui disent qu'on n'entend pas les musulmans prendre la parole pour défendre la France? Écoute, non, je pense que c'est faux. C'est faux. Est-ce qu'on donne la parole à Chalgoumi, par exemple, à l'imam Chalgoumi, je ne sais pas si tu connais. Oui. Mais c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude d'entendre des musulmans s'exprimant correctement. Moi, je me pose la question parfois, je me demande si les médias appellent les bonnes personnes représentantes, en tout cas, entre guillemets, tu vois. Écoute, je sais pas, mais en tout cas, des musulmans qui défendent la France, il y en a. Il y en a beaucoup. Après, forcément,
Peut-être que c'est pas ce qu'on a envie de voir, peut-être que c'est pas l'image qui sert, encore une fois, l'ambiance générale. C'est pas sensationnel forcément de voir un musulman qui est dans la réserve, dans la nuance. Je pense que c'est tout simplement ça. Tu sais, encore une fois, on revient aux chiffres. Est-ce que les médias ne sont pas soumis aussi aux chiffres, tout simplement, et peut-être qu'il y a des choses qui font plus d'audience que d'autres, tout simplement. Mais non, des musulmans qui défendent la France, bien sûr qu'il y en a. Et les parents aussi, hein. Les parents bien sûr. immigrés, etc., Bien sûr. qui sont là, qui aiment la France. Mais oui. Et qui restent en France et qui bien la sûr. défendent. Bien sûr. Il y en a énormément. Oui. Bon, on va revenir un petit peu sur la série. Donc moi, j'ai pas la prétention d'être scénariste. J'écris un peu des scénarios un petit peu comme toi. On a des petits projets signés un petit peu, un chez Gaumont, un petit peu ailleurs aussi. Mais comment t'as fait toi pour te lancer dans l'écriture? Parce que ça n'a rien à voir avec la musique. Est-ce que tu t'es formé ou tu es totalement autodidacte? Non, je suis autodidacte, mais c'est vrai que, tu sais, cette série-là, à la base, c'était un roman, en fait, que j'avais commencé à écrire, un long roman social. Et puis, on se posait la question avec Malik à un moment donné. On s'est dit quand même, on est dans une ère où on ne peut pas faire l'économie de l'image. Et je pense que voilà, l'image et les textes mis ensemble, vraiment, c'est quelque chose qui peut être très, très puissant. Donc, c'est à ce moment-là que je me suis dit que j'allais transformer ce projet de roman en scénario. Après, l'exercice d'écriture, pour moi, il est le même. Quand tu écris que tu écrives une chanson ou un scénario, pour moi, c'est vraiment le même exercice. C'est le format qui change. Mais le fait de vouloir dire des choses, de vouloir donner du fond, apporter de la nuance, c'est vraiment lié. Donc, à part quelques petits éléments méthodologiques qui sont vraiment propres au scénario, pour le coup, pour moi, c'est vraiment le même exercice et la même force, la même passion. J'ai vraiment découvert un univers qui a été encore plus puissant au moment du tournage. Travailler avec des comédiens, c'est extraordinaire. De voir des textes incarnés, de voir des personnages écrits tout d'un coup prendre vie, mais c'est vraiment d'une puissance folle. Tu étais sur le tournage tous les jours? Pas tous les jours, figure-toi, parce que justement, c'était tellement fort que c'était assez troublant pour moi. Et puis voir les comédiens dans ces situations-là, c'était tellement, tellement fort que je ne voulais pas y être tous les jours. C'est assez surprenant, ouais, Ouais, c'est vrai qu'il y a des scénaristes parfois qui assistent même pas au tournage et qui laissent le réalisateur libre. Et parfois, il y a même des clashs entre scénariste et réal parce que le scénariste, il se dit mais c'est pas du tout comme ça que je voyais le truc. Et le réal, ouais, mais c'est ma vision. Comment ça s'est passé justement ce travail avec ton mari? C'était très fluide. Moi, j'ai une totale confiance en Malik parce que je suis fan de son travail. C'est un cinéphile comme j'ai jamais vu. Il a une vraie exigence esthétique. Il a un vrai parti pris. Et puis, tu sais, moi, je suis vraiment pas... je suis pas dans l'image. Je suis vraiment quelqu'un qui est dans les textes. J'avais pas d'idée forcément visuelle. Donc, je pense que ce genre de clash arrive quand il y a déjà une vision d'une part et qui se heurte à la vision de quelqu'un d'autre. Non, Malik a vraiment, donné une dimension visuelle au texte assez folle. Donc non, moi, j'étais en totale confiance. Et voilà, tout s'est super, super bien passé. C'est pas dur de travailler avec son mari? Non, pas du tout. Pas du tout. Ça, je crois que c'est une espèce de lieu commun. On répète souvent ça, mais non. Au contraire, j'ai toute confiance en lui. On se connaît très bien.
c'est mon premier lecteur, je suis sa première lectrice. Donc, on s'aide mutuellement. On est vraiment une force l'un pour l'autre. Partenaire pour la vie, quoi. Ouais. Comment on arrive à écrire des films qui parlent de la banlieue sans tomber dans les clichés? Ah ben ça, il y avait une vraie volonté de déconstruire tous les clichés. Tous les clichés du genre sur la cité, qui pour moi aussi sont une forme de mépris de tout ce monde qui m'a vu grandir. J'ai eu vraiment envie de magnifier l'endroit d'où je viens, de façon tout à fait naturelle et comme quelqu'un qui parlerait de la Normandie ou un Breton qui voudrait magnifier la Bretagne. C'est ça pour moi les quartiers populaires. C'est pas du tout ce qu'on en montre. C'est un lieu de vie extraordinaire, de partage, de solidarité. C'est un décor comme un autre, finalement. Mais ces clichés, ils sont quand même un peu existants. Oui, bien sûr, bien sûr, Hmm. bien sûr qu'ils sont existants. Mais le rôle de la fiction n'est pas de magnifier une forme de violence, d'esthétiser une forme de violence. En fait, c'était pas mon souhait, en tout cas. Ouais, tu voulais les Évidemment, traiter différemment. oui, Pas traiter les nier, différemment. mais Non, les traiter différemment. exactement. Et les déconstruire et ramener sur une réflexion de fond, justement, sur cette violence qui est associée au quartier, sur la manière dont cette violence existe. Il y a des questions à se poser sur le rôle de la fiction dans tout ça. Est-ce que la fiction ne nourrit pas aussi et ne fait pas exister aussi une violence qui est là, qui est sous-jacente, mais est-ce que le rôle de la fiction aussi n'est pas de déconstruire tout ça pour donner une autre alternative au public, justement? Aux États-Unis, tu as pas mal de films qui te montrent une certaine réalité, mais sans la glorifier. Je me dis que c'est peut-être ce problème-là qu'on a en France. Je pense à Boys and the Hood ou plus récemment un film que j'ai vu. Alors je ne sais pas si vous l'avez vu, c'est Imperial Dreams. C'est Non, l'histoire je l'ai d'un jeune qui sort de prison, qui est papa. Il décide d'écrire des poèmes et il ne veut pas retomber dans le deal ou dans la délinquance. Mais il est piégé par la pression du système et par son entourage. Je crois qu'il y avait son oncle qui lui a dit de faire ses petits Ouais. business. Est-ce que c'est pas juste l'angle des films français qui parlent de la banlieue qu'il faut changer? Écoute, je sais pas, mais en tout cas, il faut humaniser, tout simplement, ce lieu qui est encore une fois un lieu comme un autre, un lieu où des gens se construisent, où des gens grandissent, comme moi j'ai grandi et comme moi j'ai dû me construire. Donc, pour moi, c'est important de représenter, encore une fois, une alternative à ce qui se fait. On est libre de faire ce qu'on veut, tu vois, quand on est artiste, scénariste, réalisateur, chacun a le droit d'avoir son point de vue et de le partager avec les autres. Moi, je ne peux parler que du mien, tu vois. Et le mien, c'est de parler de la cité et de la banlieue comme un lieu d'humanité, comme un autre, où des gens se construisent, où des gens comme cette jeune fille qui s'appelle Leïla doivent se construire. C'est important. Et 9-3 bébés, c'est aussi une histoire d'inspiration. Ça raconte à quel point l'inspiration est importante. On fonctionne tous de la même manière. On fonctionne par inspiration. Qu'on soit artiste ou non, d'ailleurs. On est tous en quête. On se construit tous. On construit nos vies, on se pose des questions, on se remet en question. Donc c'est ça, cette histoire. 9-3 bébés raconte cette histoire-là. Ouais, c'est comme tu disais, tous les modèles que tu avais toi. Exactement. C'est ça qui nous construit, oui, c'est sûr. Exactement. Est-ce que tu as des films un peu dans le délire banlieue, mais un peu alternatif, on va dire, que tu as apprécié? Mais on va dire dans le genre, finalement, Sister Act 2, Ouais. c'est ça, avec Laurie Neal, justement, qui est une jeune fille un petit peu en errance et qui trouve sa voie par le médium de l'art, en fait, du chant et de l'art.
Ça, oui. Ça, tu vois, ça me parle. C'est un film extraordinaire qui a compté pour moi, qui a compté et qui m'a aidé à me construire. J'ai montré d'ailleurs Sister Act à mes filles Oui, dernièrement et elles ont dit ouais. mais c'est quoi ce film de vieux? C'est pas vrai. Je dis taisez-vous, regardez. Donc toi, tu as grandi à Bobigny, Ouais. dans le 93. Quels souvenirs tu gardes de là-bas? Des bons souvenirs et des souvenirs plus douloureux, forcément, comme un lieu de vie et un T'as- lieu où je me suis construite, donc où il y a eu vraiment des bases solides de ce que j'allais construire plus tard. Il y a le conservatoire au centre de Bobigny qui est vraiment l'axe central. Mais plus que le conservatoire, ma prof de violon. Parce que c'est pas tant l'institution qui a compté, mais cette prof qui était vraiment un être extraordinaire. Extraordinaire. Une musicienne hyper talentueuse, bienveillante, humble. Donc tu vois, le fait de l'avoir rencontrée à Bobigny, ça m'a aidé à me construire et surtout à construire cette idée de ce que doit être un artiste. Pour moi, c'est ça, un artiste. C'est quelqu'un d'humble, de bienveillant, qui est dans le partage et qui a aussi une exigence artistique, une certaine idée de l'excellence. Et ouais. Le conservatoire, c'est clair que c'est très... Moi, mes filles, elles sont inscrites au conservatoire, les Ouais. deux. Et ça me faisait penser à toi, parce que la première fait du violon. Waouh, Et ça fait très bon 8 choix. ans, Ah, parce qu'elle c'est a bien. commencé en CE1. Ouais, Et elle lâche pas, quoi. c'est bien. Tu as fait combien d'années de violon, toi? J'en ai fait à peu près 12. Ouais, 12 années de violon. Donc, tu as passé le cycle 2. Non, je Ah connais. oui, tu c'est sais. en plein dedans, bah oui. Oui, ta fille arrive en fin de cycle 2 normalement, Ouais, là. c'est ça. Ouais, exactement. Tu joues du violon? Non, j'en joue plus. Plus du du tout tout. Plus Mais du t'as tout. pas perdu Mais la main? j'aimerais reprendre. Bah, le violon, c'est quand même un instrument qui se perd vite, hein. C'est pas comme le piano, parce qu'il y a l'acquisition de la sonorité. Tu vois, c'est pas t'appuies sur une touche et ça donne un son. Bah, tu dois en savoir quelque chose. Je Ouais, pense que les premières années ont dû être très difficiles c'est pour la vrai. famille. Et pour les voisins aussi. Oui, c'est clair. Mais oui, Mais tu as c'est un envie bel instrument. de reprendre? Ouais, j'ai envie. J'ai envie de reprendre, ouais. Alors, Ouais. qu'est-ce que Mais tu as j'ai fait? arrêté au décès de ma prof, tu Ah, vois. ok. Ouais. C'était vraiment... C'est quelque chose que j'ai partagé vraiment avec elle, mais qui a pris fin à son départ, vraiment. Et tu avais déjà sorti des disques quand tu étais au conservatoire? Non, Pas non, non, encore? non, Ok. pas encore. Pas encore, mais je la voyais encore et elle était assez émue voilà, de voir la naissance d'une artiste. J'ai retrouvé d'ailleurs il n'y a pas longtemps le petit courrier qu'elle m'avait écrit. Vraiment, ouais. Où justement elle me disait, j'ai vu, je suis très fière. Extraordinaire personne, vraiment. Et tu vois, c'est ça qui fait la différence dans une construction. C'est les rencontres exceptionnelles et la bienveillance des gens. Tu vois, c'est tout l'inverse du mépris. C'est ça qui est salutaire dans une trajectoire de vie. Hmm. Mm. Que ce soit à Bobigny ou même... Exactement. ouais. Tu retournes, toi, de temps en temps à Bobigny? Écoute, oui, mais voilà, ça reste un endroit très, très chargé pour moi. Donc, oui, il y a aussi une part de douleur qui est liée à cette ville-là. Certains pensent qu'il faut rester là où tu grandis pour faire évoluer ton quartier. D'autres pensent qu'il faut partir et intégrer d'autres types de quartiers pour nous déghettoiser. Mhm. Qu'est-ce que tu en penses? Bah, écoute, chacun pense comme il veut. Moi, je ne suis pas certaine qu'il faille, tu vois, s'accrocher à un endroit. Ce qui est sûr, c'est que les endroits ne nous appartiennent pas. On leur appartient. On leur appartient. Moi, Bobigny, j'appartiens à Bobigny à tout jamais parce qu'il y a une part de mon histoire. Il y a des gens qui ne sont plus là et qui ne sont liés qu'à Bobigny. Donc c'est plutôt ça.
Quel rôle la famille joue-t-elle dans ton parcours et ton équilibre de vie? Ah, dans mon parcours, ma famille a beaucoup joué, parce que à la maison, il y avait beaucoup, beaucoup de musique. Mes 2 grands frères sont des mélomanes, vraiment, enfin, c'était dans leur chambre qu'il y avait le vinyle, heu, et ils écoutaient de tout, de la musique pakistanaise, indienne, de la country. Ils sont fans de country. Voilà, mes autres grands frères qui écoutaient du rap, donc j'ai quand même baigné dans un univers très, très musical, et je fais partie des derniers, donc j'ai profité de l'expérience des plus grands. Je suis d'une famille nombreuse, Vous êtes combien de donc frères et sœurs? on est 10. Donc forcément, oui, la famille a compté. L'expérience des plus grands, ouais. Tu as déjà emmené tes enfants, voir l'endroit où tu as grandi? Oui. Oui, oui, ouais. Alors? Tu sais, je suis toujours, attachée à la banlieue. Par exemple, moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup les marchés. Donc voilà, le marché de Saint-Denis, j'y retourne, enfin, c'est normal, quoi. Ça fait partie de la vie. Et tu emmènes les enfants? Oui, Ah exactement, bah, ouais. c'est bien, moi c'est le marché de Cergy, moi. Ah ouais, bah oui, tu vois? Toi aussi, tu es attachée. C'est marrant, hein, comme c'est des lieux d'ancrage, hein, les marchés. Ouais, Marché de la Courneuve, marché de Saint-Denis, marché de Bondy. Ouais, ouais, c'est maintenant, marrant. c'est marché de Barbès aussi. Ouais. Vous êtes plutôt là-bas alors? C'est Ouais, ça? ouais, Plutôt dans ouais, le nord? ouais. Comment est-ce que tu prépares tes enfants à faire face à ce monde où les gens ont du mal à se comprendre et à se parler? Beh, écoute, comment? Tout simplement, être, des personnes honnêtes, ne pas mépriser les gens, protéger s'ils voient une injustice. Tu vois, on parle beaucoup du harcèlement scolaire, depuis un moment, c'est assez terrible. Donc ouais, on les sensibilise, forcément à ça. On leur parle beaucoup, et comment les préparer à ce monde? Écoute, je pense que tous les parents, ont fait comme on peut. On essaye de leur inculquer des valeurs, et d'être, voilà, d'y être, à la hauteur, tout simplement. Tu as peur ou pas pour eux? Bah, bien sûr, tous les parents ont peur, forcément. Forcément, mais par contre, on essaye de pas leur communiquer, cette peur. Non, non, forcément. Mais ouais, moi, j'éprouve le besoin d'être vraiment présente pour eux, physiquement, en fait. C'est, mmh. Tes enfants sont métis, pour toi c'est un handicap ou une plus-value? Bah, je sais pas, je me suis jamais, vraiment posé la question. Écoute, je pense que oui, c'est un plus forcément, oui, 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 c'est un plus. C'est un plus, d'avoir plusieurs cultures, d'être dans une ouverture, oui, forcément, c'est un plus. Moi j'ai mes enfants donc qui sont métis Ouais. aussi et c'est vrai que parfois elles revenaient de l'école, la plus grande par exemple, bon Mmh. après c'est pas des anecdotes tous les jours, hein, Ouais, ouais. mais il y avait, ils voulaient l'attaquer tous sur la marron. Alors est-ce que c'est uniquement Mmh. descriptif? Tu vois? Avec, l'innocence des enfants: «Ah elle est Mmh. marron donc allez tous sur la marron, on va l'attaquer», tu vois? Mmh. Après, dernièrement, il y en avait un qui disait: «Je te» tu sais, ils se mettent en rang les petits, tu vois? Et il disait: «Non, je te tiens pas la main parce que, je touche pas la peau, Mmh. foncée, j'aime pas», tu vois? Mmh. Donc il y a ce petit côté, alors c'est pas handicapant, on va dire, Mmh. mais tu en tant qu'enfant, tu sens déjà une différence. Je sais pas si toi, tes enfants ont déjà vécu, ce genre de Ouais, d'anecdote. Je sais pas si on peut ouais. appeler ça une anecdote. Mmh. Écoute, ouais, le plus grand peut-être, ouais. Mais tu vois, quand tu me parles de ça, moi, ça me fait penser à justement, tu vois, on parlait de l'importance de la fiction. Je pense qu'il est important aujourd'hui que dans la fiction, tu vois, il y ait la multitude comment dire, du profil français qui soit incarné, en fait. Il faut plus de diversité. Dans les séries, au cinéma, c'est important. Parce que c'est pas normal que des enfants, tu vois ce que tu me décris quand même, ça me choque. Je ne savais pas que ça pouvait exister. Puis surtout, voilà, toi aussi, tu es parisienne, donc c'est quand même assez choquant.
Mais il faut que les enfants puissent se construire avec des modèles différents. Justement, que les noms, je sais pas comment tourner ça, mais les noms métis, les noms euh, racisés ou comment dire, puissent s'identifier à l'autre aussi. Tu vois ce que je veux dire? Parce que nous, on a grandi en tant qu'enfants d'étrangers. On s'est construit dans un monde où on était quand même étrangers. Donc on n'a pas eu de mal à s'identifier à l'autre qui ne nous ressemble pas. Tu vois ce que je veux dire? Moi, voilà, je voyais des séries, il n'y avait que des blancs, mais j'avais pas de problème avec ça. Je m'identifiais. Tu vois ce que je veux dire? Je ne voyais pas de différence. Mais maintenant, on est en train d'assister à l'autre revers. C'est-à-dire que les non blancs doivent pouvoir s'identifier à l'autre. Et pour ça, il faut des modèles. Il faut que dans la fiction, il puisse y avoir oui, de la diversité, même si ce mot, je le trouve pas très... mais il faut qu'il puisse y avoir plus de référents visuels presque. Mm. Donc c'est devenu banal aujourd'hui. À notre époque, les couples mixtes, c'était très rare. Ouais. Ça a été dur pour toi? Oui, ça a été difficile au début. Ouais. Mais tu sais, quand tu es né dans les années 30, dans les années 40, que tu quittes ton pays, quelle que soit la raison pour laquelle tu pars en exil, tu gardes quand même tu gardes cette idée de paradis perdu et qu'un jour tu retrouveras. Et c'est vrai qu'il y a une peur qui fait surface au moment du mariage des enfants. Tu vois, le mariage de tes enfants, tu te dis voilà, que le mariage avec l'autre, c'est quelque part quelque chose qui menace cette espèce de paradis perdu, cette idée de retour que nos parents ont entretenu. Donc c'est vrai que le mariage de ces enfants, quand voilà, il y a cette réalité du mariage mixte qui se présente, il y a tout ça, tu vois, qui est remué. Mais voilà, ça reste une peur. Une peur, tu sais, c'est une construction mentale. Donc ça se déconstruit assez facilement. Donc oui, ça a été difficile et non en même temps, parce que voilà, la difficulté est passée. Et forcément, les générations de maintenant, tu vois, les jeunes parents, je pense que c'est plus une réalité aussi vraie que ça a pu l'être pour moi. C'est quelque chose qui est quand même accepté. Il y en a qui se sont opposés à cette union? À notre union? mariage, Ouais. mon père n'était plus là, mais ça a été difficile pour ma mère, principalement en fait, pour les raisons que tu m'as je dit. viens de te... Ouais. Et dans tes amis, tes frères, Ah non. dans la famille de Malik, non? Non, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Ça reste vraiment une difficulté générationnelle, tu vois. C'est, mais qui est de moins en moins vrai. Qui est de moins en moins vrai. Tu as pensé un moment à renoncer, toi, à ce mariage par rapport à ta mère et Non. Non, jamais. Ça, c'était quelque chose, par contre, qui était vraiment ancré en moi. Et après, tu as écrit ta chanson Rendez-moi mes rêves. Voilà, exactement. L'amour Mais est- c'était pendant, hein, c'était pendant, en fait. Tout ça, c'était pendant les difficultés. Qu'est-ce que tu serais prête à délaisser par amour? Je crois tout, hein. Tout, mais en réalité, quand tu aimes, tu renonces à rien. L'amour, c'est pas un renoncement, c'est tu embrasses tout en fait. C'est ça le vrai amour. Ça fait combien de temps que tu es mariée? Ça va faire, on s'est mariés en 99. Donc Ouais, voilà, c'est faut ça, faire le compte. Ouais. 25. 25, ouais. Cette année, ouais, 25. Et tous les ans, vous fêtez votre anniversaire de mariage? Oh là, ça fait quelques années qu'on l'oublie. Ça fait un moment là, vraiment qu'on l'oublie. Il faut me promettre que là, vous allez le fêter. Ouais, on va le fêter là quand même, ouais, bien sûr. Au vu de ce qui se passe en France, tu penses que les gens peuvent encore s'aimer les uns les autres?
Ah oui, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Tu sais, encore une fois, on parlait du mépris. Le mépris naît de l'ignorance. Et l'ignorance, c'est quand même... c'est une construction mentale, en fait. La peur, c'est une construction mentale, donc qui peut être déconstruite. Bien sûr qu'on peut vivre ensemble, et c'est d'ailleurs le cas, hein. Encore une fois, il ne faut pas qu'on laisse cette espèce de graine de racisme germer en se faisant le relais ou en réagissant de la même manière. Tu vois ce que je veux dire? Il faut résister. Et évidemment. Comment est-ce que tu aimerais que l'on se souvienne de toi? Oh, aïe, aïe, aïe. Ça fait peur ce que tu dis là. On dirait que je vais bientôt partir. Non. Tu sais quoi, tu me reposes la question dans 30 ans. Non, mais quel héritage artistique aimerais-tu laisser derrière toi? Oh, l'héritage artistique, bah, la liberté, la sincérité, l'engagement. Ouais, voilà, tout simplement. C'est déjà pas mal. Ouais, c'est déjà pas mal, ouais. J'ai une dernière question, ou une Ouais. avant-dernière. Ouais. Quelle femme aimerais-tu voir assise sur ce fauteuil pour discuter avec moi et partager Ah, ses idées? quelle femme. Oula. Je dirais, écoute, Raja. Raja. De Smile? Oui, oui, exactement, ouais. Raja. Raja Ok. Moussadik, ouais. Et pourquoi Raja? Raja, parce que je trouve que c'est une jeune fille exceptionnelle qui, voilà, qui entreprend, qui a des idées, qui est dans le partage, qui est dans... Tu vois, quand tu parlais de ce que j'ai envie de laisser, c'est vraiment quelqu'un qui incarne ça, en fait. Elle est dans son domaine, mais elle est dans le partage, elle est désintéressée et en même temps sérieuse et voilà, très ambitieuse. Et je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup, vraiment. Ah, c'est bien, ça fait longtemps que tu la connais? Ça fait un moment, ça fait un petit moment quand même déjà. Mais on a une histoire particulière toutes les deux. On s'est aussi rencontrés, mais vraiment croisés à des endroits. Et là, on se retrouve justement sur le projet 9-3 bébés, où on travaille ensemble. Elle nous accompagne et vraiment, c'est quelqu'un d'extraordinaire, vraiment. Bah, avec Mais il plaisir, en tout cas, faudra, pour la bien sûr. recevoir. Mais oui, Je lui avais déjà proposé de venir parce que je trouve que son parcours est hyper intéressant, même Ouais. comment elle a commencé, exactement. en envoyant ses CV partout, en allant voir aussi Dawala, Oui, parce elle aimait beaucoup la section d'assaut. Oui. Et je crois qu'elle avait fait Sciences Po, non? C'est pas ça? exactement. Exactement. Elle est Ouais. brillante, vraiment. C'est quelqu'un de... Vraiment, elle est brillante et je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup. Un dernier mot? Un dernier mot, écoute, je souhaite plein de belles choses à ceux qui regarderont cette vidéo. Voilà, plein d'amour. Soyez des relais de paix et d'amour autour de vous et de proche en proche. Voilà, on réussira à faire rayonner que des valeurs positives et voilà. Et la série 9-3 bébés, toujours Bien disponible. sûr, la série 9-3 bébés qui incarne tous les principes, toute cet idéal qu'on souhaite advenir ici en France. Ok, bah merci beaucoup, hein, Walène. Merci à toi. Vraiment. Merci. Merci. Il faut que ça bouge dans la ville, il faut que ça bouge dans la ville. Elle veut savoir ce que je fais, elle